En 480 avant Jésus-Christ, l'empire perse achéménide dominait le monde connu. Xerxès Ier régnait sur un territoire qui s'étendait de l'Inde à l'Égypte, de la mer Noire au rivage de l'océan Indien. Cet homme possédait plus de richesses que n'importe quel souverain avant lui, commandait à des dizaines de millions de sujets et disposait d'une armée qui faisait trembler les nations. Mais Xerxès avait un problème, une épine dans le pied de son empire colossal. Les cités grecques avaient osé défier son père Darius 10 ans plus tôt, et ces barbares occidentaux avaient même remporté une victoire humiliante à Marathon. Pour un empereur qui se proclamait roi des rois, cette insulte ne pouvait rester impunie. Xerxès passa 3 années entières à préparer sa vengeance. Il fit construire 2 ponts flottants gigantesques pour franchir l'Hellespont, creuser un canal à travers la presqu'île du mont Athos et amasser des provisions dans des dépôts stratégiques le long de la route vers la Grèce. Quand il leva finalement son armée, celle-ci dépassait tout ce que le monde avait jamais vu. Les historiens modernes estiment les forces de Xerxès entre 200 000 et 300 000 hommes, accompagnés d'une flotte de 600 à 700 navires. Hérodote, l'historien grec de l'époque, parle même d'1 million de soldats, un chiffre probablement exagéré, mais qui témoigne de l'impression terrifiante que produisait cette armée sur ses contemporains. Cette force colossale rassemblait les guerriers de dizaines de nations. Les immortels perses avec leurs lances dorées, les archers scythes montés sur leurs chevaux rapides, les fantassins égyptiens aux boucliers de cuir, les cavaliers mèdes aux armures écaillées, les marins phéniciens experts en navigation. Chaque peuple de l'Empire avait fourni ses meilleurs combattants. Quand cette marée humaine se mit en mouvement au printemps 480, elle avança comme un fléau naturel. Les villes se rendaient sans combattre, les rois locaux se prosternaient devant Xerxès, les populations fuyaient devant l'approche de cette armée qui obscurcissait l'horizon. La machine de guerre perse fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Les ingénieurs militaires construisaient des ponts en quelques jours. Les logisticiens approvisionnaient cette multitude sans faille. Les diplomates obtenirent la soumission des peuples par la négociation ou l'intimidation. Xerxès avançait inexorablement vers la Grèce, certain que rien ne pourrait arrêter sa puissance. Quand les nouvelles de l'invasion perse atteignirent la Grèce, la panique s'empara du monde hellénique. Les cités-États grecques n'avaient jamais affronté une menace de cette ampleur. Leurs armées combinées ne représentaient qu'une fraction des forces de Xerxès. Pire encore, les Grecs étaient divisés. Athènes et Sparte, les 2 puissances dominantes, entretenaient une rivalité féroce. De nombreuses cités plus petites préféraient la neutralité ou même la collaboration avec les Perses. Certaines, comme Thèbes, avaient déjà choisi le camp de Xerxès. Pourtant, face à cette menace existentielle, un miracle se produisit. En 481 avant Jésus-Christ, les représentants de 31 cités grecques se réunirent à Corinthe pour former une alliance défensive. Pour la première fois de leur histoire, les Grecs décidèrent de mettre de côté leurs querelles intestines pour faire face ensemble à l'envahisseur. Cette alliance était fragile, presque impossible. Athènes, la démocratie innovante, devait collaborer avec Sparte, l'oligarchie militariste. Les marchands corinthiens devaient combattre aux côtés des agriculteurs béotiens. Les marins athéniens devaient coordonner leurs actions avec les hoplites spartiates. Thémistocle, le brillant stratège athénien, comprit immédiatement que la seule chance des Grecs résidait dans l'exploitation intelligente du terrain. L'armée perse était trop nombreuse pour être affrontée en terrain découvert, mais elle pourrait être canalisée et ralentie dans des passages étroits. Le choix se porta sur les Thermopyles, un défilé côtier situé à environ 150 km au nord d'Athènes. Ce col de montagne, dont le nom signifie porte chaude à cause de ses sources thermales, constituait l'unique passage terrestre pour atteindre la Grèce centrale depuis le nord. Le défilé ne mesurait que 15 mètres de large à son point le plus étroit, coincé entre la mer d'un côté et des falaises abruptes de l'autre. Ici, peu importait que l'armée perse compte 100 000 ou 300 000 hommes, seuls quelques centaines de guerriers pouvaient attaquer simultanément. Le plan grec était audacieux mais logique. Une force restreinte tiendrait les Thermopyles pendant que la flotte grecque affronterait la marine perse au cap Artémision. Le but n'était pas de remporter une victoire décisive, mais de gagner du temps pour permettre aux autres cités de préparer leur défense. Pour commander cette mission quasi suicidaire, les Grecs choisirent Léonidas Ier, roi de Sparte depuis 489 avant,
Jésus-Christ, ce choix n'était pas innocent. Les Spartiates jouissaient d'une réputation militaire sans égale dans le monde grec. Léonidas était l'incarnation parfaite du guerrier spartiate. Âgé d'une 60aine d'années, il avait consacré toute sa vie à l'art de la guerre. Comme tous les Spartiates de sa génération, il avait été arraché à sa famille à l'âge de 7 ans pour être éduqué dans l'agogé, le système d'entraînement militaire le plus impitoyable du monde antique. Pendant 13 années, le futur roi avait appris à endurer la faim, le froid, la douleur et la peur. Il avait maîtrisé le maniement de la lance, de l'épée et du bouclier. Plus important encore, il avait intériorisé le code d'honneur spartiate qui préférait la mort au déshonneur. Léonidas n'était pas seulement un guerrier redoutable, c'était aussi un chef inspirant. Ces hommes lui vouaient une confiance absolue car ils savaient qu'ils partageraient tous leurs dangers. Dans la société spartiate, les rois combattaient en première ligne, donnant l'exemple du courage à leurs soldats. Quand l'assemblée spartiate débattit de l'expédition aux Thermopyles, certains hésitaient à engager leurs forces d'élite dans une mission aussi périlleuse. Léonidas trancha le débat par une déclaration qui révélait sa détermination. « Si nous devons mourir, mourons de manière à ce que nos ennemis paient chèrement notre mort. » Le roi spartiate savait qu'il menait ses hommes vers un destin tragique, mais il acceptait ce sacrifice pour une cause plus grande. La liberté de la Grèce valait le prix du sang. L'indépendance des cités grecques justifiait la mort des plus braves. Léonidas sélectionna personnellement les 300 Spartiates qui l'accompagneraient. Il ne choisit que des hommes mariés ayant déjà donné des fils à Sparte, pour que leur lignée survive à leur sacrifice. Ces guerriers d'élite représentaient la fine fleur de l'armée spartiate. Chacun de ces hommes était un vétéran aguerri, maître dans l'art du combat en phalange. Ils maniaient leurs lances de 3 mètres avec une précision mortelle, portaient leurs lourds boucliers de bronze comme des extensions de leur corps et affrontaient la mort avec la sérénité de philosophes. Quand Léonidas et ses 300 Spartiates arrivèrent aux Thermopyles en août 480, ils n'étaient pas seuls. D'autres cités grecques avaient envoyé leur contingent pour grossir cette force expéditionnaire. Au total, environ 7000 hoplites grecs se rassemblèrent dans le défilé. Les 700 Thespiens menés par Démophilos formaient le plus gros contingent non spartiate. Ces citoyens d'une petite cité béotienne avaient choisi de résister aux Perses malgré la proximité géographique qui les exposait aux représailles. Leur courage força l'admiration même de leurs alliés spartiates. 400 Thébains rejoignirent également l'expédition, bien que leur loyauté fût douteuse. Thèbes penchait vers la collaboration avec les Perses, et beaucoup soupçonnaient ces hommes d'être des otages plutôt que de véritables alliés. Des contingents plus modestes arrivèrent de Phocide, de Locride, de Corinthe et de plusieurs autres cités. Chaque groupe apportait ses traditions militaires particulières, ses dialectes locaux, ses coutumes religieuses. L'unifier en une force combattante cohérente représentait un défi considérable. Léonidas déploya ses troupes avec l'habileté d'un maître tacticien. Il plaça ses forces au point le plus étroit du défilé, derrière un ancien mur phocydien qu'il fit rapidement restaurer. Cette position offrait l'avantage défensif maximum. L'ennemi ne pourrait attaquer que de front, sur un front d'une douzaine d'hommes au maximum. Le roi spartiate organisa également un système de rotation qui permettrait à ses différents contingents de se relever au combat. Les Phocidiens reçurent la mission cruciale de surveiller le sentier d'Anopé, qui contournait les Thermopyles par la montagne. Si ce passage était découvert par l'ennemi, toute la position deviendrait intenable. L'attente commença alors. Pendant plusieurs jours, les Grecs perfectionnèrent leur défense, s'entraînèrent ensemble et se préparèrent mentalement au choc à venir. Les Spartiates impressionnaient leurs alliés par leur discipline et leur sérénité face au danger imminent. Léonidas savait que le temps jouait contre lui. Chaque jour qui passait rapprochait l'armée perse de sa position. Mais il savait aussi que chaque heure gagnée permettait aux autres cités grecques de mieux préparer leur défense. Le sacrifice de quelques milliers d'hommes pourrait sauver des centaines de milliers de vies. Quand l'avant-garde de l'armée de Xerxès atteignit les abords des Thermopyles, les Perses découvrirent avec stupéfaction la petite force grecque qui prétendait leur barrer la route. Comment ces quelques milliers d'hommes osaient-ils défier la puissance du roi des rois?
Xerxès établit son camp à quelque distance du défilé et envoya des éclaireurs observer les positions ennemies. Les rapports qu'ils lui ramenèrent le déconcertèrent. Les Grecs ne semblaient nullement impressionnés par l'approche de son armée. Pire encore, les Spartiates se peignaient tranquillement les cheveux et s'exerçaient à la gymnastique comme s'ils partaient en pique-nique. L'empereur perse ne comprenait pas cette attitude. Dans son empire, les ennemis se rendaient habituellement à la simple annonce de son approche. Ceux qui résistaient le faisaient dans la terreur, en tremblant derrière leurs fortifications. Jamais il n'avait rencontré des adversaires qui l'attendaient avec une telle désinvolture. Xerxès décida d'accorder une dernière chance aux Grecs. Il envoya un héros proposer des conditions généreuses. S'ils se rendaient immédiatement, il les incorporerait dans son armée avec des grades d'officiers. S'ils persistaient dans leur rébellion, il les anéantirait jusqu'au dernier. La réponse de Léonidas est restée célèbre dans l'histoire. Quand l'émissaire perse exigea que les Grecs remettent leurs armes, le roi spartiate répliqua simplement « Molon l'abbé, viens les chercher ». Ces deux mots contenaient tout le mépris grec pour la lâcheté et tout leur attachement à la liberté. Xerxès attendit encore 4 jours, espérant que la vue de son armée immense finirait par décourager les défenseurs. Mais rien n'y fit. Les Grecs demeuraient à leur poste, imperturbables, prêts à mourir plutôt qu'à céder. Cette attitude troublait profondément l'empereur perse. Dans son monde, la soumission à l'autorité supérieure était considérée comme une vertu. La rébellion contre un souverain légitime constituait un sacrilège. Ces Grecs semblaient vivre selon des valeurs totalement opposées aux siennes. Les deux camps se préparaient donc à un affrontement qui dépassait le simple combat militaire. C'était un choc entre deux conceptions de l'existence, l'obéissance absolue contre la liberté individuelle, l'Empire unifié contre les cités indépendantes, l'Orient despotique contre l'Occident démocratique. Le 20 août 480 avant Jésus-Christ, Xerxès perdit patience. Il ordonna à 5000 archers de déclencher un barrage de flèches massif pour obscurcir le soleil et terroriser les défenseurs. Les traits perçants sifflèrent dans l'air avant de s'abattre sur les positions grecques dans un fracas assourdissant. Mais les flèches rebondirent harmlessly sur les boucliers de bronze des hoplites. Les Grecs avaient formé une tortue défensive, leurs boucliers se chevauchant pour créer un toit protecteur quasi impénétrable. Quelques hommes furent de blessés, mais aucun ne rompit les rangs. Quand le déluge de projectiles cessa, les Grecs se redressèrent calmement et reprirent leur position. Un Spartiate nommé Diennesses lança même une plaisanterie restée célèbre. « Tant mieux, nous combattrons à l'ombre ». Cette réaction désinvolte acheva d'exaspérer Xerxès. L'empereur perse ordonna alors l'assaut frontal. 10 000 Mèdes et Siciens, parmi ses meilleures troupes, chargèrent en hurlant vers les positions grecques. Ils s'attendaient à balayer cette poignée de résistants par leur seul nombre. Ce qui suivit dépassa toutes les prévisions. Quand les Perses atteignirent la ligne grecque, ils se heurtèrent à un mur de fer apparemment infranchissable. Les hoplites avaient formé une phalange parfaite, leurs longues lances de 3 mètres pointées vers l'ennemi, leurs boucliers joints créant une barrière continue. Les Mèdes, équipés de lances courtes et de boucliers légers, ne pouvaient même pas approcher assez près pour frapper leurs adversaires. Ils mouraient embrochés sur les longues sarrîs grecques avant d'avoir pu porter un coup. Ceux qui tentaient de forcer le passage découvraient que percer la phalange était aussi impossible que d'abattre un mur de pierre. La supériorité de l'équipement grec se révéla écrasante. Les hoplites portaient des cuirasses de bronze qui arrêtaient la plupart des coups, des casques intégraux qui protégeaient de leur tête, des cnémides qui blindaient leurs jambes. Face à eux, les Perses semblaient presque nus. Plus troublant encore pour les assaillants, les Grecs combattaient avec une coordination parfaite. Chaque homme connaissait parfaitement sa place dans la formation, savait quand attaquer et quand se défendre, agissait en harmonie totale avec ses voisins. Cette discipline collective surpassait largement le courage individuel des Perses. Quand les Mèdes et Siciens se replièrent en désordre, laissant des centaines de morts devant la ligne grecque, Xerxès réalisa qu'il avait sous-estimé ses adversaires. Ces Grecs n'étaient pas de simples barbares indisciplinés, mais des guerriers d'élite maîtrisant parfaitement leur art. Voyant l'échec de ses premières troupes, Xerxès décida d'engager son unité d'élite, les 10 000 immortels commandés par Hydarnès.
Ces guerriers formaient la garde personnelle du roi des rois. Sélectionnés parmi les meilleurs combattants de l'Empire, les Immortels devaient leur nom au fait que leurs effectifs étaient toujours maintenus à exactement 10 000 hommes. Dès qu'un guerrier tombait au combat ou mourait de maladie, il était immédiatement remplacé par un nouveau recrut. Cette unité existait donc théoriquement depuis des siècles, sans jamais faiblir. Ces soldats d'élite portaient des armures luxueuses ornées d'or et d'argent, maniaient des lances aux pointes dorées et jouissaient d'une réputation terrifiante dans tout l'Orient. Aucune armée n'avait jamais résisté à leur charge. Xerxès était convaincu qu'il balayerait les Grecs en quelques minutes. Les Immortels attaquèrent avec une confiance totale, certains de leur supériorité. Mais ils se heurtèrent au même mur infranchissable que leurs prédécesseurs. Leurs lances courtes ne pouvaient atteindre les hoplites, leurs boucliers légers ne résistaient pas aux coups de Saris, leurs armures décoratives offraient moins de protection que les cuirasses grecques. Pire encore, l'étroitesse du défilé annulait leur principal avantage, le nombre. Au lieu de pouvoir déployer leurs 10 000 hommes en formation large, les Immortels devaient attaquer sur un front de quelques dizaines d'hommes seulement. Ils ne pouvaient donc pas exploiter leur supériorité numérique. La bataille tourna rapidement au carnage. Les Immortels se brisaient contre la phalange grecque comme des vagues contre un rocher. Leurs plus braves guerriers périssaient les uns après les autres, sans même égratigner leurs adversaires. L'élite militaire perse découvrait l'amère réalité de sa vulnérabilité. Hérodote rapporte que Xerxès, observant le combat depuis son trône portatif, bondit 3 fois de son siège en voyant ses meilleurs soldats se faire massacrer. L'empereur qui avait conquis l'Égypte et soumis la Babylonie assistait impuissant à l'humiliation de ses forces. Le premier jour se termina sur un échec cuisant pour les Perses. Malgré des assauts répétés, malgré l'engagement de leurs meilleures troupes, ils n'avaient pas réussi à entamer la ligne grecque. Pire encore, ils avaient perdu des milliers d'hommes contre quelques dizaines de défenseurs. Cette situation était inédite dans l'histoire militaire perse. Jamais une si petite force n'avait tenu tête à l'armée impériale. Jamais les Immortels n'avaient été repoussés avec de telles pertes. Le mythe de l'invincibilité perse commençait à se fissurer. Xerxès passa la nuit à réfléchir à une nouvelle stratégie. Il fit rassembler ses meilleurs généraux pour analyser l'échec de la première journée. Comment ces quelques milliers de Grecs parvenaient-ils à résister à la plus puissante armée du monde? Les officiers perses identifièrent plusieurs facteurs défavorables. L'étroitesse du défilé empêchait leurs forces de manœuvrer librement et de déborder l'ennemi. L'équipement des hoplites grecs se révélait supérieur à celui de leurs propres soldats. La discipline spartiate surpassait même celle des Immortels, mais Xerxès refusait d'accepter la défaite. Il ordonna de nouveaux assauts pour le lendemain, en variant les tactiques. Ses troupes attaqueraient par vagues successives pour épuiser les défenseurs, utiliseraient des formations différentes pour percer leurs lignes et maintiendraient une pression constante jusqu'à ce que les Grecs craquent. Le deuxième jour commença donc, comme le premier, par une grêle de flèches persanes. Mais les Grecs avaient appris à s'en protéger efficacement. Ils formaient leurs tortues, dès que les archers ennemis se préparaient à tirer, attendaient patiemment la fin du bombardement, puis reprenèrent leur position de combat. Les assauts d'infanterie se succédèrent ensuite avec une intensité redoublée. Xerxès engagea successivement toutes les nationalités de son armée, des Sas montagnards aux épées recourbées, des Indiens aux arcs de bambou, des Éthiopiens aux saguets empoisonnés, des Arabes juchés sur leurs chameaux de guerre. Chaque peuple apportait ses techniques de combat particulières, ses armes traditionnelles, ses cris de guerre ancestraux. L'empereur espérait qu'au moins l'un d'entre eux trouverait la faille dans la défense grecque. Mais tous se brisèrent contre l'implacable phalange spartiate. Les Grecs, de leur côté, organisèrent habilement leur défense. Léonidas fit alterner ses différents contingents pour éviter l'épuisement de ses hommes. Quand les Spartiates fatiguaient, les Thespiens prenaient le relais. Quand ceux-ci faiblissaient, les autres cités grecques montaient en ligne. Cette rotation permettait de maintenir en permanence des troupes fraîches face aux assauts perses. Elle empêchait également l'ennemi de s'habituer à un style de combat particulier, puisque chaque contingent grec avait ses propres traditions militaires. Plus la journée avançait, plus le moral perse s'effritait. Les soldats découvraient que leurs adversaires n'étaient pas des demi-dieux, mais qu'ils semblaient pourtant invincibles. Cette contradiction psychologique minait leur confiance et réduisait leur efficacité au combat. Le deuxième jour se termina comme le premier.
sur un nouvel échec perse. Xerxès avait engagé une partie considérable de son armée sans obtenir le moindre résultat tangible. Les Grecs tenaient toujours leur position, apparemment inébranlable. Tandis que Xerxès désespérait de forcer le passage, un homme vint le voir dans son camp. Il s'appelait Éphialtès, originaire de la région de Malice, et il apportait à l'empereur perse exactement ce dont celui-ci avait besoin, la clé pour contourner la position grecque. Éphialtès connaissait l'existence d'un ancien sentier de bergers qui serpentait à travers la montagne pour ressortir derrière les Thermopyles. Ce passage, appelé l'Anopé, était assez large pour permettre à une colonne d'hommes de franchir les hauteurs sans être vue depuis le défilé principal. L'homme avait ses raisons de trahir ses compatriotes. Il espérait une récompense généreuse de la part de Xerxès et peut-être un poste important dans l'administration perse de la Grèce. Comme tant d'autres collaborateurs à travers l'histoire, il préférait servir l'oppresseur plutôt que de résister avec les siens. Xerxès accueillit cette information comme un don des dieux. Enfin, il tenait le moyen de résoudre l'équation tactique qui le tourmentait depuis 2 jours. Ses forces pourraient contourner la position grecque et attaquer les défenseurs par derrière, les prenant en tenaille entre 2 feux. L'empereur confia cette mission cruciale à Hydarnès et à ses immortels. Ces guerriers d'élite, humiliés par leurs échecs des jours précédents, brûlaient de prendre leur revanche. Ils se mirent en route dans la nuit, guidés par le traître Éphialtès. Le sentier de l'Anopé était effectivement praticable, mais il présentait ses propres difficultés. Le terrain était accidenté, parsemé d'éboulis et de ravins. La progression s'effectuait en file indienne, lentement et silencieusement pour éviter de révéler la manœuvre aux Grecs. Léonidas avait pourtant prévu cette éventualité. Il avait confié la garde du sentier montagnard à un contingent de 1000 Phocidiens, citoyens de la région qui connaissaient parfaitement ce terrain. Ces hommes avaient pour mission de donner l'alerte si l'ennemi tentait de contourner la position. Mais les Phocidiens se révélèrent moins vigilants qu'espérés. Quand ils découvrirent l'approche des immortels au petit matin, ceux-ci avaient déjà franchi la partie la plus difficile du passage. Les Grecs se trouvaient face à un fait accompli qui rendait leur résistance dérisoire. Le destin de la bataille, et peut-être de la Grèce entière, basculait sur cette trahison d'un seul homme. L'histoire retiendra le nom d'Éphialtès comme celui du Judas grec, l'homme qui vendit sa patrie pour de l'or perse. Quand les Phocidiens réalisèrent que les Perses les avaient contournés, ils tentèrent une résistance désespérée. Mais les immortels, guidés par la rage de leurs échecs précédents, les balayèrent rapidement. Les survivants grecs se dispersèrent dans la montagne, abandonnant le contrôle du sentier à leurs ennemis. Hydarnès ne perdit pas de temps. Il lança immédiatement des messages vers le camp principal pour informer Xerxès du succès de la manœuvre. L'empereur ordonna aussitôt une attaque frontale coordonnée. Ses forces principales attaqueraient de face, tandis que les immortels frapperaient par l'arrière. Dans le défilé, Léonidas fut informé de la situation par un déserteur ionien qui avait fui le camp perse. Le roi spartiate comprit immédiatement que sa position était devenue intenable. Pris entre 2 feux, ces hommes n'avaient plus aucune chance de tenir le passage. Le chef grec fit face au choix le plus difficile de sa vie. Il pouvait ordonner une retraite générale qui sauverait la plupart de ses soldats, mais livrerait les Thermopyles aux Perses, ou il pouvait choisir le sacrifice, maintenir une résistance symbolique qui permettrait aux autres cités de mieux préparer leur défense. Léonidas choisit l'honneur. Il ordonna à la majorité de ses troupes de se replier vers le sud pour continuer la lutte ailleurs. Seuls les Spartiates, les Thespiens et quelques Thébains resteraient pour livrer le combat final. Au total, moins de 1500 hommes acceptèrent de mourir avec leur chef. Cette décision révélait la grandeur du caractère spartiate. Plutôt que de chercher une échappatoire, plutôt que de négocier sa reddition, Léonidas choisissait de transformer sa défaite en victoire morale. Sa mort héroïque inspirerait les générations futures de Grecs. Les guerriers spartiates accueillirent cette nouvelle avec une sérénité troublante. Ils avaient été éduqués depuis l'enfance à préférer une belle mort au déshonneur de la fuite. Cette situation correspondait exactement à leurs valeurs les plus profondes. Léonidas prononça alors les mots qui sont restés gravés dans l'histoire. « Mes compagnons, prenez un bon petit déjeuner, car ce soir, nous dînerons aux enfers. » Cette phrase résumait parfaitement l'esprit spartiate,
affronter la mort avec humour et dignité. Les derniers défenseurs des Thermopyles se préparèrent donc à leur combat final. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance de l'emporter, mais ils étaient déterminés à vendre chèrement leur vie. Leur sacrifice aurait un sens qui dépasserait leur propre existence. Le 22 août 480 avant Jésus-Christ, l'aube se leva sur ce qui allait devenir l'une des dernières batailles les plus célèbres de l'histoire. Xerxès avait disposé ses forces pour l'assaut final. Ses troupes principales attaqueraient de front pendant que les immortels d'Hydarnès frapperaient par l'arrière. Léonidas abandonna la position défensive du mur phocydien pour emmener ses hommes sur un terrain plus découvert. Cette décision surprenante révélait sa stratégie finale. Plutôt que d'attendre la mort dans une position statique, il voulait infliger le maximum de pertes à l'ennemi avant de périr. Les Spartiates modifièrent leur formation habituelle. Au lieu de maintenir une phalange défensive compacte, ils adoptèrent une disposition plus mobile qui leur permettrait de frapper dans toutes les directions. Chaque guerrier savait qu'il devrait bientôt combattre seul contre plusieurs adversaires. Quand les Perses lancèrent leur attaque coordonnée, ils s'attendaient à une résistance affaiblie. Après tout, ces Grecs étaient cernés, épuisés par 3 jours de combat et privés de tout espoir de secours. Comment pourraient-ils encore opposer une résistance efficace? Ils découvrirent que des hommes acculés à la mort peuvent développer une férocité surhumaine. Les Spartiates se battaient avec une rage froide et calculée, frappant avec une précision mortelle, tout en conservant leur discipline légendaire. Chaque coup porté, chaque mouvement était économe et efficace. Léonidas lui-même se distingua dans ce chaos sanglant. Malgré son âge, le vieux roi combattait avec l'énergie d'un jeune homme, sa lance tourbillonnant autour de lui comme une faux de la mort. Les Perses qui l'approchaient tombaient les uns après les autres, fauchés par son arme experte. La bataille atteignit un paroxysme de violence quand une flèche perse atteignit Léonidas au cœur. Le roi spartiate s'effondra, mais ses guerriers formèrent immédiatement un cercle protecteur autour de son corps. Aucun ennemi ne profanerait la dépouille de leur chef. Ce qui suivit releva de l'épopée. Les Spartiates survivants, désormais menés par Dienésès et Alphéus, livrèrent un combat acharné pour préserver le corps de leur roi. Ils repoussèrent 4 assauts perses successifs, jonchant le sol de cadavres ennemis. Quand leurs lances se brisèrent, ils dégainèrent leurs épées courtes. Quand leurs épées se cassèrent, ils utilisèrent leurs poignards. Quand ils n'eurent plus d'armes, ils combattirent à main nue, avec leurs casques, avec des pierres ramassées au sol. Cette résistance désespérée impressionna même leurs ennemis. Hérodote rapporte que certains soldats perses hésitaient à attaquer ces guerriers qui incarnaient un courage surhumain. Il fallait une bravoure exceptionnelle pour affronter des hommes qui préféraient mourir debout plutôt que vivre à genoux. Quand le dernier Spartiate tomba, un silence étrange s'abattit sur le champ de bataille. Les Perses contemplaient les corps de leurs adversaires avec un mélange de soulagement et de respect. Ces hommes avaient tenu tête pendant 3 jours à la plus puissante armée du monde. Xerxès parcourut le terrain jonché de cadavres avec ses généraux. Les pertes perses étaient considérables. Plusieurs milliers de morts, dont de nombreux officiers et des centaines d'immortels. Pour une victoire contre moins de 1500 défenseurs, le prix payé était astronomique. L'empereur chercha le corps de Léonidas parmi les morts. Quand il l'eut identifié, une rage folle s'empara de lui. Cet homme avait osé défier sa puissance, humilier ses meilleures troupes, retarder sa marche triomphale vers Athènes. Il méritait un châtiment exemplaire. Xerxès ordonna de décapiter le cadavre du roi spartiate et de planter sa tête sur une pique à l'entrée du défilé. Cette profanation violait toutes les lois de la guerre antique, qui respectaient habituellement les ennemis tombés avec honneur. Elle révélait la frustration de l'empereur face à cette résistance inattendue. Pour masquer l'ampleur de ses propres pertes, Xerxès fit ensevelir rapidement la plupart de ses morts. Il ne garda visible que quelques centaines de cadavres perses contre tous les corps grecs pour donner l'impression d'une victoire écrasante à ses soldats. Cette manipulation de la vérité trahissait l'inquiétude de l'empereur. Sa supposée armée invincible venait de subir des pertes terribles contre une poignée d'adversaires. Si la nouvelle se répandait, elle pourrait encourager d'autres peuples à résister à son autorité. Pourtant, Xerxès avait techniquement remporté la bataille. Les Thermopyles étaient ouvertes,
la route d'Athènes dégagée, les forces grecques dispersées. Il pouvait maintenant poursuivre sa marche vers le cœur de la Grèce avec la certitude d'une victoire finale. Mais cette victoire avait un goût amer. L'aura d'invincibilité de l'armée perse était brisée. Le mythe de la supériorité orientale sur la barbarie occidentale avait volé en éclats. Ces Grecs avaient prouvé qu'une poignée d'hommes libres pouvait tenir tête à un empire de millions d'esclaves. Plus grave encore pour l'avenir perse, la résistance des Thermopyles avait gagné un temps précieux pour les autres cités grecques. Pendant que Léonidas et ses hommes mouraient au défilé, Thémistocle préparait sa flotte pour la bataille décisive de Salamine. La nouvelle de la chute des Thermopyles se répandit à travers la Grèce comme une traînée de poudre. Mais contrairement à ce qu'espérait Xerxès, cette défaite ne brisa pas le moral grec. Au contraire, elle galvanisa la résistance et transforma les 300 Spartiates en symboles immortels. Dans toutes les cités grecques, les citoyens découvraient le récit du sacrifice de Léonidas et de ses compagnons. Ces hommes avaient choisi la mort plutôt que la soumission, préféré l'honneur à la vie. Leur exemple inspirait ceux qui devaient maintenant poursuivre la lutte. Athènes, directement menacée par l'avancée perse, organisa l'évacuation de sa population civile vers l'île de Salamine. Les femmes, les enfants et les vieillards furent mis à l'abri pendant que les hommes en âge de combattre rejoignirent la flotte de Thémistocle. Cette décision révélait la détermination des Athéniens à poursuivre la résistance malgré la perte de leur territoire. Ils préféraient abandonner temporairement leur cité plutôt que de se rendre à l'envahisseur. L'esprit de sacrifice des Thermopyles contaminait toute la Grèce. Sparte, de son côté, pleurait ses 300 héros tout en préparant la suite des opérations. Le sacrifice de Léonidas ne devait pas être vain. L'armée spartiate principale, commandée par Pausanias, se préparait à affronter les Perses en terrain découvert lors de la bataille de Platée. Dans le même temps, la flotte grecque se rassemblait dans le détroit de Salamine. Thémistocle avait convaincu ses alliés d'abandonner la position d'Artémision pour concentrer leurs forces dans un passage encore plus étroit où la supériorité numérique perse serait neutralisée. Le stratège athénien avait tiré les leçons de la bataille des Thermopyles. Sur terre, une petite force disciplinée avait tenu tête à une armée immense en exploitant intelligemment le terrain. Sur mer, la même stratégie pourrait fonctionner avec la flotte grecque. L'héritage moral des 300 Spartiates dépassait largement leur impact militaire direct. Ils avaient prouvé que l'Empire perse n'était pas invincible, que ses soldats pouvaient mourir comme n'importe quels autres hommes, que sa machine de guerre pouvait être arrêtée par des adversaires déterminés. Après sa victoire coûteuse aux Thermopyles, Xerxès reprit sa marche vers le sud avec un moral en berne. Ses généraux l'assuraient que le plus dur était passé, que les Grecs ne pourraient plus opposer de résistance organisée. Mais l'empereur gardait en mémoire l'image de ces guerriers qui avaient préféré mourir plutôt que céder. L'armée perse atteignit l'Attique sans rencontrer d'opposition. Athènes était vide, abandonnée par ses habitants qui avaient rejoint Salamine. Xerxès put donc s'emparer de la cité symbole de la démocratie grecque et incendier l'acropole en représailles de l'incendie de Sardes lors de la révolte ionienne. Cette vengeance satisfit l'orgueil de l'empereur, mais elle ne résolvait pas ses problèmes stratégiques. La flotte grecque demeurait intacte à Salamine, menaçant ses lignes de communication. L'armée grecque principale s'était repliée dans le Péloponnèse, où elle pourrait résister longtemps. Plus inquiétant encore, l'approche de l'hiver posait des défis logistiques considérables. Nourrir une armée de 200 000 hommes en territoire hostile devenait de plus en plus difficile. Les Grecs avaient détruit leurs récoltes en se repliant, privant les Perses de ressources locales. Xerxès se trouvait donc dans une situation paradoxale. Il avait remporté toutes les batailles, conquis Athènes, dominé militairement ses adversaires, mais la guerre était loin d'être gagnée. Les Grecs continuaient de résister et son armée s'affaiblissait à chaque jour qui passait. L'empereur décida de jouer le tout pour le tout en engageant sa flotte contre les navires grecs rassemblés à Salamine. Cette bataille navale devait achever la résistance hellénique et lui permettre de contrôler définitivement la mer Égée. Mais Thémistocle avait préparé un piège redoutable dans les eaux étroites du détroit. En septembre 480, la flotte perse subit une défaite catastrophique qui changea le cours de la guerre. Xerxès assista depuis une colline au massacre de ses meilleurs navires. Cette défaite navale eut des conséquences dramatiques pour la position perse.
Privée de sa flotte, l'armée de Xerxès ne pouvait plus être approvisionnée par mer. L'empereur dut abandonner une partie de ses forces en Grèce et regagner l'Asie avec le reste de ses troupes. Le sacrifice des Thermopyles trouvait ainsi sa justification ultime. En retardant l'avancée perse de quelques jours cruciaux, Léonidas et ses compagnons avaient permis aux Grecs de mieux organiser leur résistance. Leur mort héroïque avait contribué à sauver la liberté hellénique. L'année suivante, en 479 avant Jésus-Christ, les forces perses restées en Grèce sous le commandement de Mardonios furent définitivement écrasées à la bataille de Platée. Pausanias, le régent de Sparte, vengea enfin la mort de Léonidas en anéantissant l'armée d'occupation. Cette victoire marquait la fin de la menace perse sur la Grèce continentale. L'empire de Xerxès, qui semblait invincible 2 ans plus tôt, abandonnait ses ambitions européennes et se repliait en Asie. Le rêve de conquête universelle achéménide s'effondrait définitivement. Les conséquences de cet échec dépassèrent largement le cadre militaire. La victoire grecque préserva l'indépendance des cités helléniques et permit l'épanouissement de leur civilisation. Sans cette résistance héroïque, le monde n'aurait peut-être jamais connu la démocratie athénienne, la philosophie platonicienne ou le théâtre d'Échille. Sur le champ de bataille des Thermopyles, les Grecs érigèrent plusieurs monuments pour honorer leurs morts. Le plus célèbre porte l'épitaphe composée par le poète Simonide. « Étranger, va dire à Lacédémone que nous gisons ici, par obéissance à ses lois. » Ces quelques mots résument parfaitement l'esprit du sacrifice spartiate. Léonidas et ses compagnons n'étaient pas morts pour la gloire personnelle ou l'appât du gain, mais par fidélité aux valeurs de leur cité. Ils avaient obéi aux lois non écrites qui exigeaient de préférer l'honneur à la vie. Cette inscription devint l'une des plus célèbres de l'Antiquité, copiée et imitée dans de nombreuses langues. Elle incarnait l'idéal du citoyen soldat prêt à mourir pour défendre sa patrie et ses principes. Cet idéal inspirerait les révolutionnaires américains, les résistants français et tous ceux qui luttent contre l'oppression. La bataille des Thermopyles entra ainsi dans la légende universelle comme le symbole de la résistance face à la tyrannie. Peu importait que les défenseurs aient techniquement perdu la bataille, leur sacrifice moral valait toutes les victoires militaires. Plus de 2 millénaires après la bataille, l'histoire des 300 Spartiates continue de fasciner les esprits et d'inspirer les créateurs. Des tragédies d'Échille aux films d'Hollywood, des romans historiques aux jeux vidéo, le sacrifice de Léonidas nourrit encore l'imaginaire collectif. Cette persistance révèle la force symbolique de l'événement. Au-delà des détails historiques, la bataille des Thermopyles incarne un archétype universel. Celui du petit nombre qui résiste au grand nombre, du faible qui tient tête au fort, de l'homme libre qui défie le tyran. Chaque époque a relu cette histoire à travers ses propres préoccupations. Les révolutionnaires y ont vu la lutte du peuple contre les rois, les démocrates l'affrontement entre liberté et despotisme, les résistants le combat contre l'occupation étrangère. Cette universalité explique pourquoi les Thermopyles sont devenus une référence culturelle planétaire. Quand des soldats texans résistent à Fort Alamo, quand des légionnaires français combattent à Cameron, quand des insurgés polonais se battent dans le ghetto de Varsovie, leurs contemporains évoquent spontanément l'exemple des 300 Spartiates. L'histoire enseigne également des leçons stratégiques durables. Elle montre l'importance du terrain dans la guerre, la valeur de la discipline militaire, l'impact du moral sur l'efficacité des troupes. Ces principes demeurent valables dans les conflits modernes, où la technologie n'a pas aboli les facteurs humains. Plus profondément, la bataille illustre le pouvoir de l'exemple moral. Léonidas et ses compagnons n'ont pas sauvé la Grèce par leurs seules armes, mais par leur sacrifice qui a galvanisé la résistance grecque. Leur défaite tactique s'est muée en victoire stratégique grâce à son impact psychologique. Cette dimension morale explique pourquoi l'événement transcende son contexte historique originel. Les valeurs incarnées par les 300 Spartiates, courage, honneur, fidélité, sacrifice de soi, parlent à toutes les époques et à toutes les cultures. Il convient cependant de distinguer la réalité historique de la mythologie qui l'entoure. Les 300 Spartiates n'étaient pas seuls aux Thermopyles. Ils combattaient aux côtés de plusieurs milliers d'autres Grecs. Leur équipement n'était pas magique. C'était le produit d'une métallurgie avancée et d'un entraînement rigoureux. L'armée de Xerxès
de son côté, n'était pas composé de monstres ou de créatures fantastiques. C'étaient des soldats ordinaires, souvent courageux mais handicapés par un équipement inadapté et une tactique rigide. Leur défaite s'explique par des facteurs militaires précis, non par une intervention divine. Cette démythification n'enlève rien au mérite des défenseurs des Thermopyles. Au contraire, elle rend leur exploit encore plus remarquable. Savoir que des hommes ordinaires ont accompli des actes extraordinaires inspire davantage que les prodiges attribués à des héros surhumains. Les sources antiques elles-mêmes, principalement Hérodote, mélangent faits historiques et éléments légendaires. L'historien grec écrivait pour un public qui attendait du merveilleux autant que de l'information. Ces récits doivent donc être lus avec un œil critique. Les découvertes archéologiques modernes permettent de mieux comprendre les conditions réelles de la bataille. Le défilé des Thermopyles était effectivement très étroit. Les armes grecques techniquement supérieures aux armes perses, la formation en phalange adaptée à ce type de terrain. Ces éléments matériels confirment la plausibilité du récit hérodotéen dans ses grandes lignes, tout en invitant à la prudence sur les détails les plus spectaculaires. La vérité historique, débarrassée de ces oripeaux légendaires, reste suffisamment extraordinaire pour nourrir l'admiration. Au terme de cette évocation, une question demeure. Pourquoi l'histoire des Thermopyles continue-t-elle de nous émouvoir après tant 500e siècle? Qu'est-ce qui, dans ce fait d'armes antiques, parle encore aux hommes du XXIe siècle? La réponse réside probablement dans l'aspiration universelle à la liberté et à la dignité. Léonidas et ses compagnons incarnent le refus de la soumission, la revendication du droit de vivre selon ses propres lois. Cette aspiration traverse toutes les époques et toutes les frontières. Dans un monde contemporain marqué par l'uniformisation et la massification, l'exemple spartiate rappelle que l'individu peut encore faire la différence, que le nombre ne fait pas toujours la force, que la détermination peut triompher de la puissance brute. L'histoire des 300 célèbre également des valeurs en voie de disparition, l'honneur, le sacrifice de soi, la fidélité aux principes. Dans nos sociétés hédonistes et matérialistes, ces vertus guerrières conservent un pouvoir de fascination et de nostalgie. Plus subtilement, la bataille des Thermopyles illustre l'éternelle tension entre l'Orient et l'Occident, entre despotisme et démocratie, entre tradition et innovation. Cette grille de lecture, héritée des Grecs eux-mêmes, structure encore largement notre vision du monde. Enfin, ce fait d'armes nous rappelle que l'histoire n'est pas écrite d'avance, que les faibles peuvent vaincre les forts, que l'impossible peut devenir possible. Dans notre époque troublée, cette leçon d'espoir résonne avec une force particulière. Ainsi s'achève le récit de cette journée, d'août 480 avant Jésus-Christ, où 300 Spartiates et leurs alliés tinrent en tête à la plus grande armée du monde. Leur sacrifice ne fut pas vain. Il sauva la liberté grecque et, à travers elle, les fondements de notre civilisation occidentale. Leur mémoire demeure vivante tant que des hommes aspirent à vivre libres et debout.